Bonsoir à toutes et à tous. On est content que vous soyez nombreux. On va démarrer, voilà, si on veut pouvoir regarder tous les projets de Mathieu et pouvoir discuter aussi un petit peu à la fin. Donc on est très heureux de recevoir Mathieu Berthelot, qui est architecte fondateur de l'agence, je ne sais pas comment on dit, c'est HBAT Art Berthelot, Atelier Architecture Territoire, enseignant à l'école d'architecture et de paysage de Lille. Donc c'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre d'un cycle de conférences qu'on a organisé dans le domaine d'études inventées avec l'existant, qu'on a conçu avec Sébastien Magret. D'abord avec l'avenue de Colin Régnier de l'agence Data, de Charles-Henri Tachon la semaine dernière, et puis qui se conclura avec Bernard Quiraud en janvier au moment des jurys de fin de semestre. Donc Mathieu enseigne également en master à Lille au sein du studio Spolia, que tu as créé avec Véronique Patéou sur la question de la transformation qui nous anime ici. Vous portez tous les deux un accent particulier sur les cultures et techniques constructives, sur l'histoire comme un champ de connaissances et avec une grande attention portée à la représentation du projet. L'héritage massif et diversifié auquel fait face notre génération et votre génération d'architectes réinterroge l'acte de construire dans un moment qui est particulièrement stimulant. Il offre aussi peut-être comme une ressource pour produire des architectures singulières et contextuelles. Ces situations de préexistence appellent aussi des savoirs et des compétences spécifiques que nous pouvons encore renforcer dans les écoles d'architecture et qui offrent à ce titre une opportunité pour affirmer une légitimité et un rôle dans la société. Donc Mathieu était aussi architecte praticien avant tout. L'atelier que tu as créé en 2010 avec Hélène Hart est reconnu pour une approche sensible à la matérialité des lieux, à la générosité des espaces intérieurs proposés, dans une diversité d'échelles assumée, voire peut-être recherchée, tu nous le diras, le tout avec une exigence portée jusqu'au moindre détail. Les aperçus de ton agence montrent l'usage privilégié de la maquette. C'est un usage manuel qui semble faire directement écho à une pratique qui est intrinsèquement liée aux questions structurelles et constructives, à l'artisanat, au chantier, dans le rapport que vous savez installer avec ceux qui fabriquent et qui construisent vos projets. Plus que tout, vous défendez la qualité de l'architecture dans l'espace public, malgré des conditions économiques souvent modestes, voilà, qui appellent plus généralement ce qu'on appelle l'engagement. Donc tu vas nous présenter ce soir plus particulièrement votre rapport avec l'histoire, dans la conception de plusieurs projets qui sont le plus souvent, me semble-t-il, le fruit d'associations qui vous permettent de faire du projet une expérience collective et partagée. Encore merci d'être venu et belle conférence à tous. Ouais. Merci pour ce petit mot d'accueil. Merci d'être venus nombreux ce soir. Je vais essayer d'être à la hauteur du plateau relevé de ce cycle de conférences et de passer avant Bernard Quiraud, qui excelle dans le domaine. Je ne sais pas si je peux faire comme ça. Non, ça ne va pas marcher. Bon, c'est pas grave. Sinon, je vais faire ça. Je vais vous présenter en fait 5 projets de l'agence, 5 projets que nous partageons avec l'atelier, avec Hélène et moi-même, qui sont 5 projets qui vont se focaliser sur des questions de transformation et des questions de transformation justement en lien avec la relation que nous avons qui est assez particulière avec l'histoire. Cette relation que nous avons avec l'histoire à l'agence, on aime bien la mettre en parallèle, notamment avec ce travail exceptionnel de Giuseppe Pennone, qui est cet artiste de l'Arte Povera, qui, on le voit ici dans son atelier, et qui creuse notamment ce cèdre de Versailles, où il creuse à travers le cambium et l'aubier de l'arbre. Et en fait, en creusant cela, il arrive à révéler les différentes strates du duramen de l'arbre. Et en fait, il arrive à révéler l'histoire de cet arbre. Et c'est ce que vous allez voir à travers les 5 projets que je vais vous montrer, ce que l'on essaye en tout cas modestement de faire à chaque fois quand on intervient sur un existant. C'est aussi un travail que l'on aime mettre en exergue avec ce projet qui est une maison d'Henri van de Velde, qui est une maison de 1929,
et qui a en fait été acheté par un grand collectionneur belge qui est décédé il y a maintenant quelques années, qui est Herman Daled. Et cette maison à Bruxelles, elle a d'exceptionnel que, en fait, quand Herman Daled l'achète en 1977, il est le 3e propriétaire à acheter cette maison de Hofmann, donc, qui est ce grand architecte des années 30. Vous connaissez sans doute le palais Stockley à Bruxelles, en tout cas en termes d'image. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand il achète cette maison, la maison n'a jamais connu aucune transformation. Elle est totalement dans son jus, quasiment intacte par rapport à la réalisation en 1929, à part qu'elle a évidemment subi de nombreuses dégradations. Et en fait, Herman Daled, qui était collectionneur d'art contemporain, mais aussi radiologue, je raconte cette histoire parce que je trouve qu'elle signifie beaucoup de choses et vous allez comprendre par la suite. Puisque, en fait, il fait faillite avec sa clinique privée à ce moment-là. Et en fait, il se retrouve avec cette maison qu'il ne peut pas entretenir, qu'il ne peut pas transformer, qu'il ne peut pas rénover. Et en fait, lui-même étant collectionneur d'une collection incroyable d'art conceptuel, il se dit peut-être que le fait de ne pas avoir d'argent suffisamment pour transformer cette maison, ce que vous imaginez tout propriétaire fortuné qui achète une maison comme ça, la première chose qu'il fait, il la rénove, il la repolise, il refait les peintures, il refait tout à l'identique, voire il en fait quelque chose de totalement comme si c'était neuf, comme si cette maison était à l'identique des années 1929. Et en fait, lui, il ne va jamais rénover cette maison. Il va vivre dedans pendant toute sa vie, de 1977 à 2020. Et la photo que vous voyez ici à droite, c'est une photo qui a été prise en 2015. Et en fait, il va conserver la maison totalement intacte. Et les seules actions qu'il va faire, de par, au départ, une problématique économique, c'est juste réparer cette maison, c'est-à-dire refaire les étanchéités, réparer les quelques menuiseries qui avaient besoin d'être réparées pour pérenniser la maison de Hofmann, mais il ne va rien faire de plus et il va aller jusqu'à l'habiter durant toute sa vie, voire même à ne jamais accrocher sa collection d'œuvres d'art sur les murs pour ne pas abîmer les murs tels que vous voyez ici, qui étaient avec la peinture d'origine. Et donc il ramassait lui-même tous les jours les écailles de peinture qui tombaient au sol, comme une œuvre d'art conceptuelle. Et son discours, c'était de dire, quand vous avez un tableau de Robert Heyman que vous avez acheté il y a 20 ou 30 ans, même si ce dernier a une peinture qui peut être craquelée, on ne la repeint jamais. Quand vous avez une œuvre d'art, on n'imagine pas repeindre à Picasso parce qu'il est un peu craquelé. Et donc il va avoir la même action sur cette maison. Et c'est quelque chose qui va énormément nous intéresser. Et la seule chose qui était d'ailleurs sur les murs de cette maison, c'est cette petite citation de Louis Kahn et qui résonne évidemment avec la question de la structure et de la transformation. Un tout premier projet en fait que je vous montre, qui est un projet très modeste, de toute petite échelle, qui est une halle que nous avons transformée à Saint-Lô en Normandie, et qui est un projet qu'on a gagné en 2018, qu'on a réalisé en 2020. Et en fait, quand on a gagné ce concours, c'était une consultation sans prestation, c'était un oral. Et on avait la possibilité, donc la halle que vous voyez ici, c'est la halle d'origine après la reconstruction. Et il y avait la volonté forte de la municipalité de démolir ce bâtiment pour reconstruire une halle de marché plutôt contemporaine. Nous, on a plutôt pris le biais, comme on le fait sur systématiquement tous les projets de transformation, voire les projets de neuf, de s'associer à un historien de l'architecture. Ici, c'était Richard Klein, qui est quelqu'un avec lequel on travaille beaucoup et vous verrez avec lequel on a retravaillé par la suite. Et qui nous avait aidé justement à conforter tout l'intérêt de cette halle. Et avant même de tenir le premier crayon, de tirer le premier trait, de constituer toute la matière, toute l'histoire, toutes les strates de cette halle.
Donc, avec cette étude qu'on a pu mener avec Richard, on a retrouvé évidemment toutes les archives historiques, voire même le dossier de consultation. Pour la petite histoire, c'est même assez intéressant, puisque quand on a rénové la halle, avec le fils de l'entrepreneur qui avait lui-même réalisé cette halle après la reconstruction. Et en fait, cette halle, une des difficultés, c'est que cette halle avait été transformée en fait en 94 par Barthaud et Barthaud, que vous connaissez sans doute, qui étaient deux architectes plutôt intéressants aussi, qui avaient fait une extension. Et cette extension, en fait, avait eu pour problème de dégrader en fait très fortement la halle, et notamment par rapport à des problématiques d'évacuation de toutes les eaux sur la toiture, qui avaient fait que les bétons avaient complètement fissuré, se craquelé, et donc il y avait un péril sur la halle. Donc il y avait dans tous les cas la volonté de démonter, du moins de démolir pour la mairie l'ensemble de la halle, notamment la halle de Barthaud et Barthaud. Nous, on a plutôt milité pour démonter la halle de Barthaud et Barthaud et de retrouver la halle d'origine qui est ici en place. Cette halle de Barthaud et Barthaud, en fait, au départ, c'était un petit équipement qui devait accueillir l'office de tourisme et puis qui, au fil du temps, n'a pas vraiment fonctionné. Et puis, au moment où nous sommes intervenus, le dessous de la halle n'était même plus accessible. Cette halle, voilà, on le voit ici dans des problématiques de raccord, qui fait que, en fait, pour construire cette extension, on était aussi à une époque où peut-être qu'on avait un peu moins d'attention à l'existant. Ils avaient coupé une partie de la halle existante pour l'étendre avec ces systèmes de verrières. Donc nous, on a très modestement suggéré de démonter les parties en rouge, c'est-à-dire uniquement la continuité de la toiture qui avait été rapportée ici, la petite construction en verre qui venait se glisser au-dessus et en dessous, et puis un système de porte de garage qui avait été rapporté notamment pour protéger des vents dominants de l'ouest sous la halle pour pouvoir faire fonctionner cette halle de marché. Et donc, après avoir réussi à faire sauvegarder la halle, d'ailleurs, Richard Klein a de ce fait aussi participé au montage du dossier avec la DRAC pour que cette halle soit sauvegardée et inventoriée au patrimoine. On a proposé de démonter les parties en rouge et de répondre à la demande qui était celle d'avoir une halle de marché, c'est-à-dire un couvert, celle de ne pas avoir de problème de vent dominant qui était à l'ouest, de ranger des choses très terre-à-terre, d'avoir un endroit pour ranger les poubelles et un deck pour les poissonniers. Et on s'est dit, ce qui serait exemplaire, c'est de pouvoir intervenir sur cette halle et sous cette halle par uniquement des interventions totalement réversibles et de faire que demain, si quelqu'un d'autre doit intervenir après nous aussi, il y a une compréhension très claire de ce que l'on a apporté sur ce projet de cette halle et on peut entièrement les démonter, les enlever sans endommager l'ouvrage en béton d'Alfred Mercier. Et donc on le voit ici, c'est aussi, là, il y avait une problématique d'éclairage. Par exemple, les Barthaud et Barthaud avaient totalement, je dirais, rainuré les bétons pour encastrer des systèmes d'éclairage sous la halle. Nous, on a démonté toutes ces parties rapportées dans les années 90. Et tout ce qu'on ramenait comme l'éclairage ici, ce sont des systèmes avec des serre-joints et tout peut se démonter demain. De la même manière que la verrière, où on a retrouvé aussi dans les documents historiques avec Richard Klein l'emplacement d'origine de la verrière, on a réouvert la verrière et on est venu couvrir parce qu'originellement il n'y avait pas de verrière, il y avait un trou en fait pour avoir de la lumière au milieu de cette halle.
il y avait une demande de la ville de couvrir cette halle. Nous, on a couvert, mais encore une fois, par un système qui vient se poser au-dessus et qui est complètement réversible. Ici, donc, le deck à poissons, le mur des poubelles, l'escalier où on a retrouvé aussi dans les traces historiques l'emplacement qui permettait de monter dans le beffroi. Donc on a remis l'escalier en lieu et place de là où il existait, à part qu'on l'a mis dans une intervention lisible au même titre que tout le reste, c'est tous ces ensembles qui sont en acier noir. L'escalier. Et puis ce que vous voyez à gauche, il y avait donc cette demande, et à l'origine c'était des portes de garage, de fermer sur la façade ouest cette façade. Et là, on s'est dit, on va intervenir avec un système de porte, mais qui sera peut-être un peu plus intéressant si on en fait un élément aussi artistique. Et donc là, on a proposé de travailler avec Pierre Toby, qui est un artiste bruxellois avec lequel on travaille assez régulièrement, et avec qui on a produit cette pièce, qui sont ces 3 portes basculantes avec ces verres, et qui permettent, les jours de marché, quand il y a des vents dominants, de fermer la halle. Et quand il n'y a pas besoin, les portes sont relevées par ces systèmes de vérin. Et donc, encore une fois, tout est posé au sol et tout est totalement réversible. Donc, la halle fermée, la halle ouverte. Et donc, on a retrouvé la transparence de la halle d'origine avant l'intervention de Barthaud et Barthaud. Dans les archives historiques, on avait aussi retrouvé que historiquement, cette tour avait été conçue à la fois pour faire sécher les lances de la caserne de pompiers de Saint-Lô et aussi servir de phare pour la ville. Donc ce phare n'était plus en fonctionnement. Et donc avec Pierre Toby, on a également proposé d'intervenir avec des pièces qui sont ces pièces dans le beffroi, sans forcément avoir une intervention de type phare avec de la lumière, mais uniquement par un jeu de reflets par 2 verres qui viennent se fixer aussi encore par ces pièces mécaniques réversibles et qui jouent comme on le voit ici avec les 2 verres au milieu, suivant les heures de la journée et la façon dont le soleil tape dedans, vous avez des principes de reflets qui se mettent en place. Et donc voilà, c'est cette lecture de l'histoire qui nous a permis de continuer l'histoire et de raconter une nouvelle histoire. Un second projet qui est une école de musique qu'on a gagnée en 2013, qu'on a réalisé avec Pierre Ebling, qui est un architecte belge, et qu'on a livré en 2018, et qui était en fait la transformation de 2 halles industrielles à Montataire. Et en fait, je me vois encore et en fait, c'est là où on a commencé à travailler avec des historiens, puisque quand on avait été amené à vouloir répondre sur ce concours, on était très jeunes, on démarrait avec Hélène. On est encore jeunes, mais en tout cas, on n'avait vraiment aucune référence et on avait vu cet appel d'offres sur 2 halles des frères Perret. On s'est dit, 2 halles des frères Perret, on va appeler le spécialiste de Perret, même si on n'est sans doute pas le seul à avoir eu cette idée. Il nous dira peut-être non, mais voilà, on sera peut-être en tout cas le premier à l'appeler. Donc on a pris notre téléphone et on a appelé Joseph Abraham, qui est donc l'architecte historien qui a enseigné longtemps à Nancy, le spécialiste de l'œuvre de Perret, qui a notamment œuvré pour le classement du Havre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, bizarrement, on a été très, très bien accueillis et Joseph nous a dit je ne suis pas au courant de cet appel d'offres et je serais évidemment ravi de répondre sur cet appel d'offres, mais la seule difficulté, c'est que je n'ai pas de pratique professionnelle. Donc, vous êtes gentil, mais on peut travailler ensemble dessus, mais je ne peux que vous apporter un regard d'historien. Je ne vous apporterai rien de plus. Donc c'est là où nous sommes par la suite allés chercher, en plus de Joseph, Pierre Ebling pour nous accompagner sur ce projet. Et en fait, avec Joseph, on a fait ce travail, comme je viens de l'expliciter, avec Richard Klein sur Salon, où on a fait tout un travail de compréhension, de lecture de ces 2 halles avant de faire la moindre action sur ces 2 halles. Et notamment, quand on est arrivé la première fois sur le site, ce qu'on a vu, c'est ça. Donc, vous imaginez que c'est quand même... en tout cas, vous ne vous dites pas « Waouh, c'est un bâtiment magnifique des Perret ».
on n'est pas en tout cas face à ce qui pourrait s'apparenter comme étant un chef-d'œuvre. Mais néanmoins, il y avait énormément de qualité sur ces deux halles. Et en plus, le contexte, c'est celui-ci. C'est d'ailleurs encore celui-ci aujourd'hui. Vous allez voir, je vais vous montrer des photos très récentes. Et puis, autour de cela, il y a d'autres ensembles de Perret, notamment une usine Marinoni qui est un autre chef-d'œuvre, mais gigantesque, qui est en péril aujourd'hui. Et puis, l'arrière d'un centre commercial Leclerc. Donc voilà, on se retrouve confronté à ce bâtiment. Et donc, Joseph fait un travail d'archiviste, de lecture avec nous de ces deux halles, aussi bien de textes écrits, d'archives à l'IFA, notamment où se trouve une grosse partie des archives de Perret, pour comprendre avant d'intervenir. Nous, on fait aussi un travail d'inventaire avec un paysagiste, Frédéric Delessal, puisqu'il y avait aussi toute la qualité de ces traces du paysage qui étaient autour de ces deux halles. Voilà, quelques extraits des archives de Joseph, notamment pour comprendre ces deux halles dans le contexte industriel à l'époque. Donc, il s'agissait de deux halles, une première de 1919, construite donc après la Première Guerre mondiale, et une seconde en 1949, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est l'association de ces deux halles que vous voyez ici, sur lesquelles nous allons être amenés à intervenir. Donc, on cherche à comprendre. C'est aussi des documents qui nous ont beaucoup aidés à mener ce projet, parce que c'est un projet qui a été assez complexe à mener, à la fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur une dimension économique très contrainte, mais aussi une dimension de connaissance de ce type de structure, puisque originellement, c'était des structures donc en béton, qui sont encore en béton aujourd'hui, mais qui permettaient de lever des machines assez importantes. Donc, on peut imaginer que ces structures en béton, si elles ont levé des motrices de train, elles peuvent encore soutenir aujourd'hui une étanchéité et une isolation sur la toiture. Malheureusement, aujourd'hui, dans les logiciels des bureaux d'études, et notamment des bureaux de contrôle, quand vous leur demandez de regarder l'importance de ce type de structure, la réponse qui vous est faite, c'est soit vous mettez les structures par terre et vous les reconstruisez à l'identique. Vous l'avez compris avec ce que je vous ai montré de la maison Hoffmann d'Hermann Dalet, ce n'était évidemment pas notre intention. Et notre intention était, non seulement on n'avait pas les moyens, mais en plus un non-sens de multiplier et de créer une nouvelle structure pour porter la structure actuelle. Donc pour y parvenir, on a notamment remercié 3 bureaux de contrôle avant de trouver un 4e bureau de contrôle qui, lui, a accepté notamment la lecture de la structure par Joseph Abraham. Et donc voilà, ça c'est notamment une photo historique que Joseph nous avait montré, les qualités qui existaient dans cette halle, mais que l'on ne voyait évidemment plus au moment où nous sommes intervenus, puisque la halle était celle-ci, notamment avec des remplissages en parpaing qui nous intéressaient pour 2 raisons. À la fois parce que c'était très facile de démonter en fait tous les éléments de remplissage. Joseph Abraham avait aussi démontré dans l'étude que en fait, ces 2 halles avaient connu successivement différents usages, et que les Perret avaient envisagé ça vraiment comme un exosquelette, comme une structure qui permettait en fait au fil des années, donc entre 1919 et puis 2013 où on a commencé à intervenir, des usages très différents dans ces halles, toujours à partir de cet exosquelette. Et donc, avec ce que l'on a suggéré à la commune, c'est de démonter ces remplissages de parpaing pour recloisonner là où il y avait besoin pour mettre en place l'école de musique. Et puis de travailler en fait avec le bloc parpaing, parce que non seulement c'est très économique, mais en plus totalement dans la logique de l'histoire de ce bâtiment. Donc les premières maquettes que nous avons réalisées, ce sont les maquettes structurelles de cet exosquelette, sur lequel ensuite on est venu commencer à jouer de cette structure, mais sans la galvauder, c'est-à-dire que dans la même volonté que les Perret avaient eue de mettre en exergue le squelette,
on se plaçait systématiquement en retrait derrière la structure béton. Et ce qui permettait aussi, pour des questions économiques et des questions de transformation sur la durée longue du projet, de conserver des parties qui pouvaient être totalement extérieures, uniquement couvertes, ce que vous voyez ici sur l'extrémité, ou ici sur le côté de la salle de spectacle, et puis de jouer aussi avec des parties, pour des questions encore une fois économiques, qui étaient des espaces comme vous avez ici, que vous connaissez bien, qui sont les espaces tempérés non chauffés. En rouge, tout ce qu'on démontait, donc finalement c'est assez peu de choses, ce sont juste les éléments de remplissage en parpaing, et en noir la structure existante, et en bleu ce que l'on rapportait dans le bâtiment. Donc vous voyez ici ces principes de construction en béton. Et une chose aussi assez intéressante, et l'apport que peut avoir un historien dans la compréhension d'un projet tel que celui-ci, c'est par exemple réussir à faire comprendre que l'on démontait cette partie qui ne permettait plus d'avoir la symétrie de la halle, qui était finalement un élément qui avait été rapporté très tardivement, qui datait des années 80, mais qui faisait semblant d'être, puisqu'on aurait pu imaginer que c'était une partie en béton de manière identique à la façon des Perret, et l'ABF refusait qu'on démonte cette partie. Alors que historiquement, dans les plans de Perret, c'est une partie qui n'existait pas. Et donc c'est aussi une façon que nous avons eu de démontrer comment il y avait un intérêt à démonter cette partie sur le projet, pour retrouver totalement la symétrie de cette halle. Là, vous voyez comment on est venu glisser sur cette maquette le programme à l'intérieur de la structure, en dégageant des parties extérieures. Et puis donc, à la jonction, ce que l'on trouvait important, c'est de toujours lire les différentes couches historiques de ces deux halles. Et donc à la jonction de la halle de 1919 et de la halle de 1949, c'est là que l'on a proposé de placer le grand hall des deux programmes, puisqu'il s'agissait d'une salle de musique actuelle et d'un conservatoire de musique, et de placer ce grand hall qui est un espace tempéré non chauffé. Et c'est l'endroit où l'on peut, de ce fait, avoir la lecture sans avoir d'isolant ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Donc les halles qui ont été nettoyées, où on est venu démonter l'ensemble des remplissages parpaing, et puis vous voyez les ensembles qui commencent à se reconstruire à l'intérieur. Une chose aussi intéressante dans cette question de la réversibilité même de ce travail, qui est évidemment moins fort et moins visible, hein. C'était beaucoup plus facile quand on travaillait sur cette petite halle à Saint-Lô. La dalle béton que vous voyez ici est désolidarisée, donc on avait obligation de remonter pour être en zone PPRI, qui est pour les étudiants une question d'inondabilité de ce site. Et donc la nouvelle dalle du conservatoire de musique est elle aussi désolidarisée de toute la structure d'origine. C'est pour ça que vous la voyez systématiquement en retrait. Donc les remplissages parpaing qui viennent se remettre en place à l'intérieur, mais qui sont en tout cas très soignés dans la mise en œuvre, puisque aussi une réponse que l'on fait très souvent dans les projets par rapport à un souci d'économie, c'est de supprimer au maximum, voire à 100%, tout le second œuvre de type placo-plâtre ou peinture. Donc on arrive aujourd'hui, en tout cas parfois on a un peu de mal pour des questions de culture de la maîtrise d'ouvrage, mais de concevoir des bâtiments sans placo-plâtre, sans lot plâtrerie, et sans lot peinture. C'est ce que nous avons en partie réussi à faire ici à Montataire. Donc là, on voit justement comment on vient se positionner aussi bien avec la dalle ou avec la nouvelle structure parpaing en retrait des structures des Perret. Ce que vous voyez ici sur le plan, c'est aussi toute la partie, ce que je disais, zone tempérée. On aurait pu aussi, et d'ailleurs étrangement, les confrères qui étaient face à nous sur le concours avaient pris l'objet de démonter une partie de cette halle, puisque l'ensemble du programme n'avait pas besoin d'utiliser les deux halles. Et donc pour nous, c'était un non-sens de couper deux travées de cette halle. On a plutôt, nous, préféré utiliser l'ensemble des deux halles
de laisser des parties uniquement à couvert en intervenant très peu. Donc c'est toutes les parties grises, à l'exception de la partie gris clair qui est ici, qui est donc le hall des deux équipements à la jonction entre 1919 et 1949. Et donc là, voilà, les parties à couvert, tout dès qu'il fait beau, c'est assez intéressant puisque ce sont aussi des lieux de répétition ou de jeu pour les enfants, notamment la partie à l'extrémité. Donc ça, c'est des photos qui ont été, à la demande de Da, refaites récemment et qui montrent le site aujourd'hui où la végétation a repris le dessus. Et c'est assez beau de voir finalement ce paysage. C'est là aussi où parfois le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent, comme tout à l'heure chez Herman Daled dans sa maison, l'hôtel Wolfer à Bruxelles, ça peut aussi avoir du bon. Et c'est vrai que cette collectivité qui a finalement très peu de moyens a permis de préserver à la fois ce paysage et à la fois ces deux halles. Et donc le hall, donc, je le disais, à la jonction des deux halles, où vous avez vraiment la lecture et la tectonique de l'exosquelette de Perret. Et donc l'intérieur, comme je le disais, l'absence de seconde œuvre, à l'exception de là où on avait besoin de ramener de l'acoustique avec la fibre de bois ou des éléments de mobilier avec le bois. Ça, ce sont des salles de danse. Le hall et la partie extérieure. Je m'arrête juste quelques secondes sur ça, puisque ce que l'on fait aussi à la fois pour des questions d'économie, mais aussi pas que, c'est que quand on intervient sur ce type de bâtiment, toutes les interventions contemporaines, on les assume. Vous les voyez ici, par exemple. Ce sont des systèmes de renfort ou des systèmes d'accès pompier pour la partie à l'étage. Et en fait, on ne cherche pas à réparer ce bâtiment et à faire comme si il n'avait jamais été réparé. Et ça, c'est quelque chose que l'on a appris d'un autre artiste que l'on aime beaucoup à l'atelier, qui est Kader Attia, qui est un artiste franco-algérien, qui travaille beaucoup sur cette notion de réparation. Et ce qui est assez intéressant avec Kader Attia, c'est qu'il explore en fait cette notion de réparation dans la culture notamment africaine, où il montre en fait comment en fait réparer un objet, c'est valorisant, contrairement à chez nous. Il montre notamment, par exemple, à l'exception des musées archéologiques, vous ne verrez jamais, ou en tout cas très rarement dans un musée, un objet qui a été réparé. C'est-à-dire que ce n'est pas valorisant d'avoir une poterie qui a été réparée. Dans la culture africaine ou dans la culture asiatique, la réparation, on la met en valeur. Et c'est finalement une nouvelle couche de l'histoire de l'objet. Et c'est quelque chose qui a une valeur culturelle et une valeur sociale. Et en fait, c'est ce qu'on essaye de faire, très modestement en tout cas, quand on répare les bâtiments, comme ici sur les halles de Montaterre, et vous le verrez ensuite sur les deux théâtres qui vont suivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on a appris de chez Kader Attia, avec cette citation que je trouve assez belle, où il explique sur la calebasse réparée la question de la signature aussi, quand vous réparez ce projet, où vous continuez aussi finalement l'histoire de l'objet ou l'histoire du bâtiment. C'est aussi le cas de cette salle, puisque, comme je disais, c'est un projet qui a été fait avec une économie de moyens très 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 serrée, au point où le projet n'est toujours pas terminé. On l'a livré en 2018. Et en fait, pour préserver aussi, comme tout à l'heure chez Herman Daled, on a proposé à la collectivité, en fait, parce il leur manquait, voilà, ça peut paraître étonnant, mais il leur manquait 200 000 € pour finir la salle de musique actuelle. Et donc on leur a dit, c'est pas grave, au moins pour préserver les halles, mettons la halle hors d'eau, hors d'air, mettons en place l'étanchéité qu'il y a besoin, l'isolation de ces façades dans la continuité, et puis l'objet
de cette grande forme, de cette future salle, et ben, demain, si vous avez les 200 000 euros, vous pourrez les mettre et finir ce bâtiment, même éventuellement sans nous. C'est aussi l'histoire de ce projet qui se continue. Maintenant, un troisième projet qui est la Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône. Il s'avère qu'après avoir travaillé avec les halles des frères Perret, on a réussi, et c'est une chance, à faire des concours sur des bâtiments qu'on a toujours trouvés extraordinaires. Parce qu'on est, je le signale, on n'est pas architecte du patrimoine, on n'a jamais fait l'école de Chaillot. On a toujours eu par contre un vrai intérêt sur la sauvegarde du patrimoine, et notamment à la fois le patrimoine ordinaire, comme je le montrais tout à l'heure avec chez Kader Hatcha, mais aussi le patrimoine moderne qui a peut-être été un peu moins valorisé chez nous sur les 20 dernières années. Et en fait, en 2015, on répond à un concours à Chalon-sur-Saône. Pour tout dire, on ne savait même pas où était Chalon-sur-Saône sur la carte de France. Parce que des fois, vous répondez à des appels d'offres et puis vous ne savez pas vraiment où c'est. Vous envoyez une candidature et donc on a été retenu à faire ce concours. Et on se retrouve un beau jour d'été avec Hélène à Chalon-sur-Saône. C'est à 5 heures de train de Lille. Et puis, vous vous retrouvez face à ce bâtiment qui est ce que vous voyez ici, une espèce de gros bâtiment en béton. Et là, on se retrouve totalement estomaqué. Je ne sais pas si vous connaissez Melnikov en Russie, et notamment la Maison du Peuple. Donc c'est un projet qui ressemblait fortement à Melnikov. Et donc on se retrouve face à ce bâtiment, en tout cas nous, totalement estomaqués et amoureux de ce projet, sans même savoir ce qu'on allait découvrir avant de partir, puisqu'on était totalement pas du tout préparé, on n'avait même pas lu le dossier pour tout dire. Et là, on se retrouve donc on était face à ce bâtiment et on se retrouve face au directeur du théâtre et au président du Grand Chalon dans le grand auditorium, et qui globalement, lui, nous dit tout le grand mal qu'il pense de ce bâtiment en disant les Chalonnais, et eux les premiers, trouvent ce bâtiment très laid, en nous disant que si globalement ils pouvaient le dynamiter, voire le raser, c'est ce qu'ils feraient, mais que malheureusement ils n'ont pas l'argent pour le faire et qu'il faudrait le réhabiliter, mais en tout cas le réhabiliter et en faire quelque chose c'était les propos du président et du directeur, qui soit beau. Parce que ce n'était pas possible de continuer avec ce bâtiment dans la ville de Chalon. Et là, nous, on ne comprenait pas du tout, parce que pour nous, il n'y avait strictement rien à faire. Et il fallait au contraire simplement démonter, et vous allez voir que c'est ce qu'on a fait en grande partie, démonter ce qui avait plutôt été construit ces dernières années et retrouver je dirais l'âme, comme tout à l'heure chez Giuseppe Pennone, la substance d'origine du bâtiment. Donc en revenant à Lille, on était un peu estomaqué, et puis on se dit mais il faut vraiment qu'on se documente sur ce projet, parce que nous on est un peu malheureux et un peu dans une incapacité de travailler sur ce projet si on n'en a pas la connaissance. Bon, évidemment, la collectivité n'avait aucun élément à nous transmettre, et au contraire, et je pense qu'ils ne souhaitaient surtout pas nous transmettre le moindre document sur ce bâtiment. Donc on rentre à Lille, et en fait, Richard Klein, de nouveau, avec qui j'enseigne à l'école, je le croise c'est aussi ça l'histoire, je le croise dans les couloirs de l'école, je lui dis mais je reviens de Chalon-sur-Saône, je ne sais pas si tu connais ce bâtiment, mais il y a une maison de la culture extraordinaire à Chalon-sur-Saône, on n'en revient pas encore. Et là, ce dernier me dit, évidemment, je suis en train de finaliser un ouvrage sur les maisons de la culture en France, ce bâtiment est dans cet ouvrage, et je le connais très bien. Et là, je lui dis, écoute Richard, si tu veux, travaille avec nous sur ce bâtiment, on a besoin, je pense, véritablement de toi pour intervenir. Et donc là, avec Richard Klein, nous voilà partis à travers l'Europe, puisqu'on a vraiment arpenté l'Europe pour voir même les États-Unis, puisqu'ici, vous avez une sculpture de Di Suvero, qui est un grand artiste américain qui vivait encore.
et qui avait réalisé cette sculpture qui malheureusement a disparu, personne ne sait où elle est, mais qui se trouvait sur le parvis. Et donc on est allé rencontrer Dissou Véro, dont les artistes aussi, d'autres artistes qui avaient réalisé toute une série d'œuvres dans le bâtiment. On a réalisé aussi toute une série de maquettes, encore une fois comme tout à l'heure chez Perret, pour comprendre la structure de ces différents bâtiments, maquettes qui permettaient aussi de co-concevoir, puisque c'est un projet, vous l'avez compris, on partait quand même de très loin avec une collectivité qui avait qu'une envie, qui était de démolir ce bâtiment. Et donc pour leur faire comprendre qu'il y avait énormément d'intérêt à ce projet, il a fallu faire un très très gros travail de pédagogie, un très très gros travail aussi d'explication et notamment d'histoire. Et donc l'histoire nous a beaucoup aidé pour faire une lecture de ce bâtiment. On voit notamment ici à un moment donné une réunion. Vous voyez là le capitaine des pompiers, le bureau de contrôle, le président du Grand Chalon, le directeur du théâtre, voilà, qui était qu'on associait volontairement dans ces réunions que l'on appelait plutôt des réunions de sensibilisation au bien fondé de ce bâtiment. Le travail de recherche qu'on a mené avec Richard nous a permis aussi de comprendre comment à la fois qui était cet architecte qui s'appelait Petit, et parce que dans les années 60-70 en France, il y avait des architectes comme ça qui étaient des architectes dits de l'État et qui réalisaient, voilà, c'était des architectes que l'on nommait, qui participaient, on va dire, à la construction d'une moitié de ville. C'est-à-dire qu'ils ne réalisaient pas 45 logements, ils réalisaient 800 logements, puis le théâtre, puis la mairie, puis voilà, tous les grands équipements phares de la collectivité. C'était le cas de cet architecte qui finalement était, voilà, je pense que personne n'a entendu parler de Petit dans un cours d'histoire de l'architecture. En tout cas, nous, on ne le connaissait pas avant. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a une œuvre absolument extraordinaire, qui a construit énormément de logements, et des logements de très grande qualité, des grands ensembles, des tours et des bars avec des typologies très très belles, et puis plusieurs équipements, dont ce théâtre. À travers les images d'archives que l'on a pu retrouver avec Richard Klein, ça nous a permis de comprendre aussi que ce bâtiment était construit sur le renflouement d'un ancien canal qui traversait Chalon-sur-Saône, que vous voyez ici, qui est cette photo d'archive qui montre le renflouement. Et puis, petit à petit, cet architecte qui urbanise la ville, c'est-à-dire cette barde, ce grand ensemble, cette tour. Et puis, vous voyez ici à l'arrière le terrain avec ses maisons, où on a d'ailleurs retrouvé toutes les fondations de cette maison dans les vides sanitaires du théâtre, puisque c'est l'endroit où le théâtre va se construire petit à petit. Vous voyez ici cette photo aérienne de 1926, où on s'est amusé, un peu comme Google le fait aujourd'hui, de comprendre au fur et à mesure, entre 1926 et aujourd'hui, les différentes couches, les différentes strates qui ont amené à la réalisation de ce théâtre. Et donc le théâtre en 72. Voire même la maquette que nous avions retrouvée, qui aujourd'hui a été retrouvée dans un garage en Italie, qui était chez la veuve d'un des artistes d'une œuvre dans le hall. Et donc cette maquette, cette personne ne savait pas quoi en faire, elle ne l'avait encore pas achetée. Et donc aujourd'hui, la maquette est dans les archives municipales. Et on a surtout, et c'est Richard qui a retrouvé ça un peu comme la malle de Pessoa, parce qu'il a vraiment réassemblé des morceaux d'un peu partout, puisque donc Petit est décédé il y a maintenant plusieurs années. On a eu beaucoup de mal à retrouver les enfants, mais on a retrouvé les enfants qui nous ont permis de retrouver les archives. Et on a retrouvé toute l'histoire de ce projet, puisque ce projet, c'est une histoire totalement rocambolesque, puisque en fait Petit est invité par le maire de Chalon-sur-Saône à imaginer un théâtre municipal en 1959. Donc il va réaliser un premier projet qui était un projet assez modeste de théâtre municipal. Puis en 1961, on lui demande de réaliser un deuxième projet, puisque au fur et à mesure que la courbe des ventes de voitures en France et en Europe augmente, c'est aussi pour ça qu'on comble le canal qui passait devant le théâtre pour réaliser un grand boulevard. Donc on fait la place de la voiture dans les villes, et notamment dans une ville telle que Chalon-sur-Saône. Et on lui demande de rajouter notamment un parking sous son bâtiment.
ce qu'il va devoir évidemment faire. Donc il doit surélever son projet. Puis vient en fait quelqu'un que vous avez sans doute entendu parler, qui est Malraux, qui va lancer toute une programmation de maisons de la culture en France. Et en fait, Malraux décide d'implanter des maisons de la culture en France, dont une maison de la culture à Chalon-sur-Saône. Et donc là, il demande au maire de Chalon-sur-Saône de transformer son projet de théâtre en maison de la culture. Les maisons de la culture dans les années 60 étaient pas des théâtres comme le sont devenus aujourd'hui, mais c'était des lieux de culture où brassait énormément de population. Et notamment, c'était des lieux où il y avait un théâtre, une salle d'exposition, une bibliothèque. Et puis aussi, c'était l'endroit où on allait voir la télévision, puisque tout le monde n'avait pas la télévision dans les années 50, les années 60, pour voir les actualités. Et donc, on pouvait se retrouver le dimanche à la Maison de la Culture pour, collectivement, je dirais, une population regarder les actualités. Et donc, c'était tous ces différents programmes qui étaient mis en place dans cette maison. Particularité qui est un cas unique en France de toutes les maisons de la culture qui seront réalisées, c'est que le maire de Chalon-sur-Saône va associer à cette maison de la culture un complexe sportif. Et donc ce que vous voyez ici à l'arrière, c'est que dans ce troisième projet, on demande à Petit de compléter ce programme avec un énorme complexe sportif dans l'idée évidemment d'associer le sport et la culture. Et puis, en fait, au dernier moment, encore une fois, un quatrième projet émerge en 64, où là, du coup, il renverse notamment, alors on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, c'est un projet tellement, l'histoire est riche de ce projet, on pourrait en faire une conférence d'1h30 dessus, mais ce n'est pas l'objet. Il renverse dans ce quatrième projet la salle, et c'est là où on retrouve la figure du bâtiment à la Melnikov. En fait, on lui demande de rajouter encore un parking supplémentaire dans ce bâtiment. Et là, globalement, il est en train de déposer le permis de construire. On retrouve aussi toute la correspondance. On a retrouvé toutes les lettres de Petit avec le service instructeur des permis de construire et la ville de Chalon, où on lui demande, alors que le permis est déposé, de remonter encore une fois son bâtiment et de faire un socle avec le parking. Et c'est là qu'il va subir complètement cette problématique de ce socle, qui est un élément important, vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'en fait, quand on va se retrouver face à ce bâtiment en 2013, lors de la visite de site au concours, un élément qui évidemment apparaît tout de suite, c'est la déconnexion complète de ce bâtiment avec le sol et avec l'espace public, avec la ville, puisque comme il y avait dans ce socle un parking, tous les espaces d'accueil et tous les parties théâtre se retrouvent à l'étage avec un grand emmarchement comme un temple. Hein. Donc il y avait je dirais, la résolution qu'il avait mise en place, c'était le grand escalier pour monter dans le hall qui était au premier étage, qui posait évidemment une difficulté de comment ce bâtiment dialoguait avec la ville, et qui posait aussi une difficulté, d'ailleurs quand on est intervenu la première fois, les personnes en fauteuil roulant ne pouvaient même pas accéder dans cet équipement. Elles devaient faire le tour du théâtre, aller prendre le monte-charge pour rentrer par l'arrière du théâtre, ce qui était évidemment pas admissible en 2013, même encore aujourd'hui. Et en fait, ce qui est aussi assez riche, c'est que dans toutes les correspondances que l'on a retrouvées avec Richard, on est même tombé sur des lettres qu'il avait lui-même adressées à Claude Parent, puisque face à cette difficulté de travailler avec cette déconnexion de son bâtiment avec la ville, il avait écrit à Claude Parent, qui lui avait adressé une série d'esquisses que l'on a aussi retrouvées pour mettre en place ces systèmes. Vous avez sans doute entendu parler de la fonction oblique chez Claude Parent, et donc de mettre en place des dispositifs de rampe où le sol devait monter pour aider à ce que le public puisse accéder au premier étage du théâtre et connecter complètement le théâtre avec l'espace urbain. Et vous allez comprendre pourquoi je raconte cela après. On a aussi retrouvé, encore une fois, pour comprendre les modes constructifs de ce bâtiment, toutes les photos d'archives
du chantier, qui était visiblement un chantier extraordinaire. Ce qui nous a permis aussi de comprendre ce qu'il y avait derrière des murs, puisque ce projet avait fait l'objet d'une première rénovation dans les années 80, où on n'aimait déjà pas beaucoup le béton à ce moment-là, et donc beaucoup des ouvrages que vous allez voir qui sont très beaux, que l'on a entièrement retrouvés, avaient été entièrement cachés, soit par des systèmes de tenture, de murs en tissu tendu, soit par des murs en placo-plâtre, pour cacher, voire des murs de miroir, pour cacher totalement le béton. Qui était un travail extraordinaire qui avait été mis en place par Petit, puisque sur ce bâtiment, il y a 4 matérialités en béton qui existent, puisqu'il avait travaillé avec différents types de béton coulé, entre des bétons coulés à la planche, que vous voyez ici sur les poteaux, des bétons coulés lisses, comme vous le voyez sur la sous-face de la grande salle, et puis différents types de béton qui étaient préfabriqués sur les façades. Et puis dans ce projet, en tout cas, on découvre à ce moment-là le milieu du théâtre. Et après la visite du théâtre, il s'avère qu'on s'est perdu, Hélène et moi-même, dans ce projet. Et on découvre cette lampe sur le... Alors je sais pas, moi je ne connaissais pas ça avant, peut-être que vous le savez, mais cette lampe qui est sur le plateau de scène ici à Chalon-sur-Saône s'appelle une servante, une lanterne. Et en fait, tous les théâtres du monde entier ont ça sur leur plateau de scène. C'est-à-dire que quand un théâtre ne s'éteint jamais, symboliquement, on n'éteint jamais la culture dans les théâtres. C'est-à-dire que quand la représentation s'arrête, en fait, le régisseur du théâtre, souvent ce sont des objets fabriqués, ici c'est un objet fabriqué par les régisseurs du théâtre, prend cette servante ou cette lanterne et la place sur le plateau de scène, donc au cœur du théâtre, et allume cet éclairage pour faire que la culture ne s'éteint jamais après les représentations. Donc c'était un élément qui nous avait beaucoup intéressé, beaucoup interpellé, je dirais, parce qu'on ne connaissait pas cette histoire, et sur lequel on va rebondir après. Puisqu'au même moment où on commence à travailler sur ce projet, moi je découvre le travail de Matthias Langhoff, qui est un grand metteur en scène de théâtre allemand. Et Matthias Langhoff a écrit un livre assez important qui s'appelle Le rapport Langhoff, qui est une lettre, qui était la lettre de candidature de Matthias Langhoff pour son poste de directeur à la Comédie de Genève, en Suisse, et qui est en fait son projet, on va dire, culturel pour un théâtre dans la ville. Et dans ce projet, il y a quelque chose qui nous interpelle, qui est le fait qu'il souhaitait, en fait, sur le toit de la Comédie de Genève, implanter, en fait, tous les services annexes du théâtre de Genève, puisque souvent, vous le savez, dans les théâtres, on ne voit pas le bureau du directeur, les régisseurs, tout ce qui fait les petites mains et qui font tourner le théâtre. Et dans son projet pour la Comédie, il insiste sur l'importance de mettre en valeur tous les techniciens et les artistes qui souvent ne sont pas visibles dans l'image que l'on peut avoir du théâtre de l'extérieur depuis la ville. Et en fait, nous vient l'idée de l'association entre cette servante que l'on avait découvert après la visite du site à Chalon-sur-Saône et cette lettre de Matthias Langhoff. Et on se dit, ce qui serait quand même extraordinaire, c'est de finalement faire que cette servante, elle soit véritablement visible. Et cette servante qui est habituellement sur le plateau de scène, de la mettre au-dessus du plateau de scène, c'est-à-dire à 45 mètres du sol de la ville. Et donc c'est sur cette petite maquette, une des premières maquettes qu'on avait réalisées, de mettre non pas l'argent peut-être dans repeindre le bâtiment, dans une rénovation peut-être un peu impeccable de l'ensemble de ce projet, mais de mettre une partie du programme sur la cage de scène là-haut et de rendre finalement, de poursuivre le projet de Langhoff qui n'avait pas réussi à le mettre en place à Genève et de faire qu'ici à Chalon-sur-Saône, en fait, la culture ne s'éteigne jamais et que cette servante soit visible avec les artistes. Et en fait, on a proposé de mettre sur la cage de scène la résidence d'artistes du théâtre.
ce que vous voyez ici sur cette maquette, qui était la maquette que nous avions fait pour le chantier. Donc ça, c'est la maquette durant le chantier. Vous voyez évidemment parce que voilà, on a aussi certaines obligations. Donc les obligations, c'était évidemment de refaire les 2 grandes salles de théâtre sur le plan scénique. Et donc c'était de trouver le juste équilibre financier pour placer les artistes sur cette cage de scène, comme vous pouvez le voir ici. Et faire que, en fait, ce qui n'existait pas à Chalon-sur-Saône, c'est aussi comme ça qu'on a réussi à le faire passer, parce que c'était un élément qui ne figurait pas dans le programme, de faire que le seul endroit aujourd'hui où on peut avoir cette perception de la ville, c'est cet espace qui est aussi un espace public, puisque pour réussir à le mettre en place, on avait suggéré au président du Grand Chalon que ce soit à la fois une résidence d'artistes et à la fois un espace de réception pour le théâtre, et offrir cette vue qui n'existait pas au Chalonnais. Ce que l'on voyait sur les premiers collages. Et ce que l'on voit aussi sur ces premiers collages, et c'est pour ça que je racontais et que je montrais tout à l'heure toute l'histoire de ce parking que subit en fait Petit, où on lui demande au dernier moment de rehausser son bâtiment, c'est que, vous l'avez vu tout à l'heure dans les photos, tout le socle était un socle fermé. Et selon nous, un des enjeux pour réconcilier aussi les Chalonnais avec ce théâtre, et de redonner une vie à cet espace public qui était face au théâtre, c'était de descendre complètement le niveau du sol sur l'espace de la ville. Et c'est ce que l'on va suggérer, encore une fois aussi pour des questions d'économie, c'est-à-dire qu'on va très très peu toucher sur l'ensemble des menuiseries que vous voyez au-dessus, mais par contre c'est de démonter, et c'est ce que l'on a fait, on a démonté totalement le socle du parking, on a reculé le parking, c'était un élément qui ne figurait pas non plus au programme, donc on a un petit peu bataillé avec la collectivité pour perdre des places de parking, mais faire qu'aujourd'hui on ne se retrouve plus face à un bâtiment fermé sur l'espace public avec un grand emmarchement comme dans un temple pour rentrer dans le hall qui est au premier étage, mais on a descendu tous les espaces publics, billetterie, PC sécurité, et puis restaurant et la bibliothèque qui sont désormais ouverts sur la place. Vous allez voir ensuite. Donc ça, c'était ce qui était au départ un parking. Et c'est ce que l'on voit aussi sur cette coupe avec en rouge les interventions qui consistaient, ça c'était par contre une vraie demande du programme, de refaire sur le plan scénique ces 2 salles. C'est pour ça qu'elles sont retravaillées dans un rapport dit salle-scène, donc avec un système de gradinage plus pentu, et puis l'extension de la cage de scène. Et donc pour faire ça, ce que l'on a plutôt suggéré, à l'exception de la cage de scène que l'on a rehaussée, c'était d'amener assez peu de choses, mais plutôt de travailler un peu comme cet artiste que vous connaissez sans doute, qui est Gordon Matta-Clark, qui travaillait avec des très grandes scies. Alors nous, on a travaillé avec ces très grandes scies, avec ces très grands disques, et on a disqué en fait, tout en travaillant, et là aussi, parce que le bâtiment était inscrit à l'inventaire, donc ça n'a pas été facile avec l'architecte des bâtiments de France, mais notamment avec l'aide de Richard Klein, on a démontré aussi que Petit, et c'était aussi dans toute la correspondance et dans toute l'histoire de ce projet, Petit avait imaginé ça comme un poteau-poutre pour avoir une flexibilité et pour pouvoir imaginer en fait différents programmes dans sa structure. Et donc nous, finalement, on a démontré à l'architecte des bâtiments de France que ce que l'on faisait, finalement, c'était continuer l'œuvre de Petit. Et notamment, il y avait un besoin, puisque tout était assez bas de plafond. Il y avait aussi, on était dans les années 60, donc la question de l'accessibilité PMR ne se posait pas. Donc il y avait beaucoup de demi-niveaux un peu partout. Et c'était très difficile pour des personnes à mobilité réduite, mais c'était aussi un vrai enfer pour l'ensemble des techniciens de ce théâtre, puisque pour passer de cours à jardin, par exemple, dans le théâtre, il fallait monter un coup 3 marches, puis 4 marches, et quand vous devez déplacer des projecteurs qui sont très très lourds sur des chariots, évidemment, c'est très problématique. Voire même, il devait, pour certains spectacles, faire le tour du théâtre par l'extérieur,
pour pouvoir amener du matériel dans une des deux salles. Et donc, on a beaucoup travaillé avec ces systèmes de démontage de dalles pour remettre en fait tout le bâtiment, je dirais, supprimer les ruptures de charge pour mettre au maximum les choses de plein pied. C'est ce que l'on voit ici aussi avec cette salle qui va devenir la salle d'exposition, ou ici l'atelier, puisqu'il y avait dans le programme une demande de conserver tous les ateliers de décor dans le théâtre qui aujourd'hui était sous 2,70 m sous plafond, avec une grande difficulté quand vous devez manipuler des grands décors. Donc c'était un enfer pour les menuisiers. Et donc on a cisaillé des planchers pour retrouver des espaces un peu dignes de ce nom. Et donc les menuisiers qui travaillaient avant nos interventions dans des parties aveugles, je dirais sous le parking, on les a remis à la lumière, comme vous pouvez le voir ici à droite. Ou des démontages, vous voyez le hall, en fait là on est au niveau du hall qui était avant nos interventions, et donc on a démonté ces planchers pour pouvoir aller rechercher des escaliers vers le rez-de-chaussée. Et puis quand on intervenait aussi pour une question de ne pas faire comme si ça avait toujours existé, en fait ce que vous voyez ici c'est le trait de l'ancien plancher. Et donc, quand on a démonté des planchers, on a volontairement conservé les traces des anciens niveaux qui existaient avant nos interventions. Et les rehausses d'escalier, vous voyez de la même manière, puisque à partir du moment où on avait descendu le plancher, l'escalier était trop haut. Et donc, on est venu venir créer ce nouvel emmarchement de ces 4 marches pour venir appuyer l'ancien escalier qui était un escalier en verre métallique. Et notamment, ça, c'était aussi un point assez intéressant, puisque Petit avait volontairement mis en place ces escaliers tels que celui-ci, qui était un escalier en structure métallique, parce qu'on devait pouvoir, comme un objet de mobilier, imaginer le déplacement de cet escalier. Et ce sont des éléments comme ça de la correspondance et des archives de Petit qui nous ont permis de comprendre et d'intervenir de cette manière. Donc là, on voit les structures et les cisaillements, voire même certaines traces. Ça, c'est toujours un vrai plaisir sur chantier quand on trouve ce genre de traces dans la réhabilitation. Je ne sais pas si vous connaissez le travail de Cy Twombly ou le travail de Richard Long. Vous avez voilà, ici un Richard Long gratuit qui apparaît sur les murs dans un atelier de décor, ou ici dans une circulation où en fait la patine le temps du chantier a fait que les murs se sont salis. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder le travail de Cy Twombly, qui est un artiste italien fabuleux, du moins américain qui a vécu la fin de sa vie en Italie et qui faisait des toiles comme ça magnifiques. Et donc on a réussi aussi à préserver ce genre de traces du chantier ou de traces de la vie du bâtiment comme des œuvres d'art offertes à la fin du chantier. Et donc voilà, là ici on est du coup dans ce qui était au départ le parking où on a ouvert ces dalles pour permettre l'accès et la facilité de rentrer, d'avoir des ascenseurs et des escaliers pour monter au premier étage. Et ici, d'avoir une lecture complète en coupe. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est assez attaché, la compréhension du bâtiment en coupe. Et ici, quand on rentre dans le hall en bas, on comprend tout de suite et on est invité à monter dans les étages. De premier étage. Et donc tous ces éléments-là, par exemple les colonnes magnifiques en béton banché étaient entièrement coffrés avec des miroirs. Les murs étaient cachés derrière des éléments de placoplâtre, voire la salle de théâtre qui a une très belle géométrie qu'on ne lisait plus du tout, puisque dans les années 80, quand la salle avait été rénovée, elle était devenue rectangulaire. Et en fait, on a démonté tous les murs pour retrouver la géométrie et la patine d'origine. Et puis,
à partir du moment où vous ouvrez ce bâtiment et notamment le rez-de-chaussée, des usages qui n'avaient jamais existé du fait de ce socle qui se sont mis en œuvre. Et du coup, aujourd'hui, dès que le théâtre, voire le restaurant, qui est un élément permanent, est ouvert au beau jour, et ben, le théâtre s'ouvre sur la ville. Et puis, les Chalonnais ont retrouvé finalement ce théâtre, qui est toujours le même au final, mais qui ne pose plus du tout de problème. Un autre projet de théâtre que nous avons transformé tout récemment, qu'on vient de livrer, l'inauguration était il y a 15 jours, c'est aussi une maison de la culture, mais c'est en fait plutôt une maison du peuple, qui est un projet qui date aussi là, de 1930, qui est un projet aussi, encore une fois, là, qu'on a mené aussi avec Richard. Là, on était allé le chercher, on était devenu un peu moins, on a essayé de se professionnaliser. Là, on avait regardé un peu où c'était Saint-Priest, et puis on avait monté une équipe correctement. Et du coup, quand on a répondu au concours, on a répondu avec Richard Klein, et sur cette maison du peuple, on a là aussi retrouvé toute l'histoire de cette maison du peuple qui, au fil des années, est devenue un théâtre et qui a subi aussi des transformations par rapport à ce paysage, notamment de cette ville. Donc on est à Saint-Priest, en périphérie de Lyon, et c'est une ville qui était une petite bourgade assez sympathique qui, dans les années 60, va se transformer en sorte de ville nouvelle, avec toute une série de constructions de grands ensembles, comme vous pouvez le voir ici. Et donc cette maison du peuple, c'est ce que vous avez ici sur cette carte postale. On a aussi fait tout ce travail d'archéologie pour retrouver aussi bien les plans de cette... les plans et je dirais le passif de cet architecte qui s'appelle Albert Pin, qui a aussi été un architecte qui a beaucoup réalisé de grands équipements sur la région lyonnaise. Et puis, on a commencé aussi, comme on a pu le voir tout à l'heure sur Montaterre, fait tout un travail de réalisation de maquettes pour comprendre et pour voir ce que l'on pouvait démonter et pas démonter, et notamment quelque chose qui était pour nous assez problématique, qui était ce péristyle que vous voyez ici, et qui était assez un peu ambigu dans la compréhension de ce bâtiment, puisque la façade principale, avec l'emmarchement qui est ici, c'est la façade principale avec le hall, et puis il y avait ce péristyle sur le côté. Et donc c'était assez difficile de comprendre quel était l'usage de ce péristyle. Et en fait, dans tout le travail d'archives, on a retrouvé que ce péristyle, en fait, était quelque chose qui n'avait pas fonctionné, mais qui avait pour vocation au départ de servir de podium, de scène, à une place qui devait se trouver sur le côté. Et donc, au moment où nous sommes intervenus, ce péristyle était en fait un garage à voitures. Il y avait juste des voitures du directeur et du gestionnaire du théâtre qui se garaient sous ce couvert. Et donc on s'est dit, néanmoins, c'est quand même intéressant de réorienter le théâtre sur le côté, avec notamment une partie du projet qui était la mise en place d'un foyer pour les artistes et pour le public qui n'existait pas dans l'équipement. En plus, évidemment, de toute la remise aux normes scéniques de ce théâtre, et notamment la réalisation d'une cage de scène, puisque vous le voyez, c'est tout le volume ici en bleu que nous avons rajouté, qui n'existait pas dans le théâtre avant intervention. En rouge, tout ce que l'on a démonté, qui faisait aussi l'objet de beaucoup d'éléments qui avaient été rapportés lors d'une première rénovation aussi dans les années 70, et qui avait dénaturé le bâtiment d'origine de 1929. Donc on a démonté tout ce qui n'était pas d'origine à l'intérieur. Par contre, c'est vrai qu'on a pris le parti, et ça a été aussi un petit combat avec l'architecte des bâtiments de France pour démonter ce péristyle qui n'avait plus de fonction
et qui était quelque chose que l'on avait beaucoup de mal à conserver. Et on a par contre plutôt proposé dans la continuité de ce péristyle de construire cette extension avec le foyer qui s'ouvre, et vous allez le voir ensuite sur la future place. Donc en haut, la salle telle qu'elle était avant intervention, avec un système de gradinage qui était très peu pentu. La rehausse complète de cette nouvelle salle, et puis la création d'une cage de scène. Les maquettes, et notamment les maquettes qui avaient été faites pour le chantier, où on voit ici aussi une salle qui n'existait pas, où on a profité de la rehausse de la grande salle, où on a accentué, comme on le voyait juste avant, la salle, le rapport salle-scène, pour venir loger sous notamment des structures très très belles en béton, une petite salle de spectacle en relation directe avec le hall. Les photos de chantier, où on a commencé à démonter le milieu de la salle de spectacle. On aurait beaucoup aimé garder aussi toutes les traces sur ces murs, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire pour des questions acoustiques. La maquette, où on a sur le côté l'extension, la cage d'escalier que l'on devait mettre en œuvre, notamment pour pouvoir conserver les cages d'escalier d'origine, que vous voyez ici sur le côté, qui étaient assez belles, mais qui n'étaient plus aux normes en termes du nombre de marches, du nombre d'UP, de largeur. Donc on a dû créer cette nouvelle cage d'escalier, qui était finalement quelque chose qui nous permettait aussi de mettre en exergue toutes les circulations qui souvent sont cachées dans ce type de programme. Et ici, le grand volume du hall, vous allez voir que l'on va retrouver dans des similitudes un peu comme à Chalon-sur-Saône, dans la façon dont on est venu sertir les structures en béton existantes, et qui était un volume qui avait été refermé dans les années 70-80, où la double hauteur n'existait plus, et qui était en tout cas d'origine sur les plans d'Albert Pin. Donc les photos de chantier avec la partie neuve, des photos tout récentes avant l'ouverture. Ici, le patio qui se dégage entre le foyer qui est à droite et au fond la partie extension avec l'escalier. Et la nouvelle salle. La salle qui se loge en dessous. Et puis vous voyez, comme tout à l'heure, j'aime beaucoup la similitude entre cette photo de Pennon, où on le voyait dans son atelier, et la façon dont on est venu aussi nous creuser en fait pour comprendre ce bâtiment. Donc ici, on est sous le théâtre, on est dans les fondations du théâtre, et ça a été aussi un travail que l'on a dû faire à la fois pour démontrer la résistance des structures au bureau de contrôle, et puis néanmoins ce qu'on appelle reprendre en sous-œuvre, sous ces fondations, de recréer de nouvelles fondations pour permettre de ne pas démolir toutes les structures du théâtre d'origine. Et donc ça aussi, c'est des archives qui vous permettent de faire cela. Tous les systèmes de renforcement des bétons dans le hall, que vous voyez ici, donc qui sont tous ces systèmes de fer blanc. Donc, comme tout à l'heure, un montateur où on assume pleinement ces systèmes d'éléments comme des potences, et puis les écorchés de tous les bétons que l'on laisse en l'état. Donc des poteaux qui n'avaient plus la résistance à être tenus en état et qu'on est venu prendre en sandwich pour pouvoir les conserver au niveau des calculs des bureaux de contrôle. Donc les cages d'escalier, les anciennes cages d'escalier que l'on a conservées et que l'on a complétées, puisqu'on a créé de nouveaux niveaux en sous-sol ou au-dessus. C'est ce que vous voyez ici, par exemple, avec ces nouveaux garde-corps et les nouveaux emmarchements. Donc ça, c'est les parties neuves, et encore une fois, avec l'absence de seconde œuvre. Après, il y a plein de choses à dire aussi sur le chantier, mais ce n'est pas l'objet. Je vous montre un avant-dernier projet, si vous n'êtes pas trop fatigué. C'est un projet qui peut paraître ingrat. En tout cas, on était aussi
assez mal à l'aise quand on s'est retrouvé face à ce bâtiment. On a été amené à travailler sur le concours de la transformation de ce bâtiment de Stanislas Fischer, qui était un architecte qu'on ne connaissait pas très bien, en tout cas. C'est un bâtiment, vous voyez, assez récent, finalement, qui a été réalisé en 1993, et pour lequel la commande était un peu similaire à celle de Chalon-sur-Saône. Donc un bâtiment assez déprécié, on va dire, et qui devait faire l'objet d'une transformation, rénovation thermique, la création d'un restaurant, et notamment un programme qui était très très figé et qui nous demandait globalement de faire le restaurant en rooftop ici sur cette terrasse. Bon, c'était un peu bizarre parce que la vue, on est à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais c'est pas l'endroit le plus glamour du monde. Je ne sais pas si on a forcément envie d'être là dans l'axe de la grande rue de Saint-Quentin-en-Yvelines, même si on mange dans un resto étoilé. Donc nous, on a encore une fois travaillé avec un historien pour décortiquer et comprendre ce projet de Stanislas Fischer. On avait d'ailleurs rencontré Stanislas Fischer, qui aujourd'hui est très âgé, a perdu beaucoup de la mémoire, mais c'était assez émouvant d'aller le rencontrer. Il ne travaille évidemment plus, mais on a eu accès à ses archives et notamment aux planches du concours de l'époque. Et ça nous a beaucoup aidé à comprendre et je dirais, à avoir une proposition, parce qu'on était vraiment, vraiment désarmés de voir comment on pouvait intervenir sur ce bâtiment, qui à la fois est un bâtiment, vous avez vu, assez intimidant et assez puissant dans la ville, de se dire mais comment on se confronte à cela, comment on répond au programme. Et puis un projet assez exemplaire, je n'ai pas mis de photos de la réalisation, mais c'est des projets comme on n'est plus capable de les mener. On est dans les années 80 où tout était dessiné, c'est-à-dire qu'il a dessiné la poignée de porte, les calpinages de carrelage, les garde-corps. C'est vraiment un projet. Après, on peut ne pas aimer ce type d'architecture. J'étais d'ailleurs, moi, assez repoussé au premier abord, mais après avoir travaillé 6 mois dessus, je suis presque tombé amoureux de ce travail, tellement voilà, c'était une vraie découverte et un travail d'une très 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 grande qualité. Les calpinages de béton, les modés nature, mais je crois qu'il n'y a pas 1 cm² dans ce bâtiment qui n'ait pas été dessiné. Et donc c'était évidemment très très difficile de se dire mais comment on va réisoler ce bâtiment, comment on se sentait assez peu je dirais, légitime à s'aborder ce projet. Pour tout dire, on a perdu le concours. Hein, mais voilà, on s'est dit, on n'a pas en tout cas, on n'avait pour nous rien à perdre sur ce projet. On a notamment aussi retrouvé dans les archives de Stanislas Fischer ce qu'il avait cherché à faire sur cette grande poutre que vous voyez ici, hein, qui, on peut se dire, est totalement décorative, mais qui initialement était une poutre scénique qui devait pouvoir permettre la réalisation de spectacles en extérieur, et puis qui n'a pas été réalisé. Alors ça, on n'a pas compris pourquoi, parce qu'il n'a pas été capable de nous le dire. Mais on a retrouvé aussi dans des archives télévisuelles qu'on a trouvées sur la chaîne sur l'INA sur Internet, des photos de l'inauguration, notamment où cette poutre avait été activée avec des circassiens, ce que le maître d'ouvrage n'avait pas connaissance. Et puis immédiatement, on s'est dit, mais en fait, ce projet, il y a un peu du Cédric Price avec le The Fun Palace. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet incroyable qui n'a pas été réalisé à Londres et qui était une structure habitée, qui était une structure pour faire des spectacles. Et on s'est dit, en fait, peut-être que ce serait l'occasion d'achever le projet de Stanislas Fischer qu'il n'a pas réalisé. Et notamment, il n'a pas réalisé ce que vous voyez ici, qui est, donc ça c'est la perspective du concours, qui est cet ensemble en verre, qui est cette grosse boîte vitrée, qui devait mettre en exergue en fait le décor du théâtre qui se trouve derrière, qui est la façade du bâtiment. Et en fait, au moment où il réalise le projet, ce projet fait l'objet d'une série de grandes commandes publiques en France par le ministère de la Culture, puisque c'était une scène nationale.
Et notamment, au même moment, l'Opéra de la Bastille se construit avec des dépassements de budget monstrueux. Et en fait, on lui enlève de l'argent sur la scène nationale. Ça, c'est des choses qu'on a retrouvées dans les archives. On lui demande de faire des économies sur son bâtiment pour rebalancer dans le projet de l'Opéra Bastille. Et en fait, c'est pour cette raison que la boîte de verre qui devait être ici, et qui était en fait le grand hall, ne sera pas réalisée. Et donc, étrangement, en fait, cette salle, qui est une salle de 1000 personnes, quand les gens sortent du théâtre, en fait, les gens sont propulsés à l'extérieur puisque le bâtiment n'a pas de hall. Le bâtiment a un hall qui fait peut-être à peine 50 mètres carrés et qui n'est pas à l'échelle de cet équipement. Et donc, ce qu'on aime bien quand on travaille sur ce genre de projet, c'est d'abord comprendre comment la salle fonctionne. Donc, on est allé, avant de faire le concours, on est allé voir plusieurs spectacles. Et quand on a vu comment ça se passait à la sortie du spectacle, on s'est dit, mais avant de faire un restaurant en rooftop et de réisoler ce bâtiment, il faudrait peut-être résoudre ce qui ne fonctionne pas sur ce projet, et notamment le hall. Et donc, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de réorienter la commande ? Et donc, on a proposé, nous, de réorienter la commande en intervenant finalement assez peu sur le bâtiment, à l'exception du démontage de ces socles que vous avez ici sur le parvis, du démontage de ces escaliers et uniquement du démontage de cette corniche qui est ici. Parce qu'on s'est dit, mais ce qui serait absolument extraordinaire, comme on avait pu le comprendre dans les dessins de Stanislas Fischer avec la poutre scénique qui était ici, on s'est dit, mais ce qui serait génial, c'est d'offrir un plateau scénique extérieur à partir du moment où on construit la boîte, pardon, je vous divulgue tout de suite, on construit la boîte qui est le hall devant, on retrouve une grande terrasse. Et plus que de faire le rooftop sur la terrasse, c'est de faire une salle de spectacle, puisque la salle de spectacle qui est ici à gauche, c'est la petite salle qui existe, avec une porte. Donc il y a ici une double porte qui existe et qui ouvre sur juste un balcon. Donc évidemment, ils ne s'en servent jamais. Et si on fait une terrasse ici qui représente en fait la scène et un gradin, on peut avoir une scène avec 4 gradins autour et une partie de la salle en extérieur. Et du coup, avoir une grande modularité de cette petite salle qui devient une grande salle. Donc on s'est dit, on va chercher à faire cela et à prolonger ce travail. Donc on a commencé à faire une série de scénarios en maquette, et notamment la poutre, vous voyez, qui était... Donc l'état sanitaire de la poutre, ça c'était une demande du programme où on nous demandait de refaire la poutre à l'identique. On s'est dit c'est un peu bête de refaire cette poutre à l'identique qui ne sert à rien. Plutôt que de refaire cette poutre à l'identique, refaisons une vraie poutre scénique qui peut servir de passerelle pour faire des spectacles, pour accrocher de l'éclairage, du son, de l'image, etc. Et puis de produire cette scène sur la toiture. Et ce qu'on avait aussi retrouvé dans les archives, c'est que historiquement, le restaurant que Stanislas Fischer avait envisagé, il n'était pas sur le toit, mais il était sur le côté, sur la façade sud, qui se trouve ici sur le côté, sur une des plus belles parties, puisque sur le côté du théâtre, il y a un lac avec une partie végétalisée. Et on s'est dit, pour convaincre la maîtrise d'ouvrage, on n'y est pas parvenu, qu'il ne fallait pas faire le rooftop avec le restaurant. On va montrer que historiquement, le restaurant était prévu plutôt au sud, avec une jolie terrasse vers le lac, et pas là-haut, sur une façade en plus mal orientée sur la ville. Donc on a commencé à faire ces travaux de maquette, et puis qu'on a assez vite abandonné, en tout cas dans l'image, puisque ce qu'on n'arrivait pas, c'était... on se retrouvait globalement avec une boîte qui cachait complètement la façade, contrairement à ce que Stanislas Fischer cherchait à faire. Donc on a plutôt conservé les dispositifs scéniques que l'on réussissait à mettre en place avec ce grand hall. Et puis on s'est dit, mais revenons à la façade de Fischer, et puis réalisons en fait ce que Fischer avait envisagé en 90. Avec un travail du coup en coupe, où avec ce hall qui était ici, on s'est dit, mais en fait, on va aussi placer les techniciens et les bureaux qui aujourd'hui étaient totalement sans lumière naturelle
en sous-sol de ce théâtre, ici sur ce plateau, avec la mise en place d'une troisième salle, puisqu'en fait le restaurant que l'on proposait de placer ici, comme il était placé initialement, il y a une petite salle de spectacle. Et donc on avait proposé de déplacer la salle de spectacle, de la mettre en façade au-dessus du hall ici, et de mettre le restaurant plutôt plein sud, avec cette terrasse côté nature. Voilà, le restaurant avec la terrasse. Et donc finalement, de faire quoi? C'est uniquement et modestement de prolonger l'œuvre de Fischer avec la dernière maquette. Donc la maquette que vous avez vue avant, c'était la 4e, et la 5e qui était donc ce hall en double hauteur, le plateau des techniciens, et puis la petite salle que l'on venait placer ici au-dessus du hall. Et tout un travail aussi de remise en œuvre des circulations pour faire notamment que le plateau scénique sur le toit soit accessible directement de l'extérieur. Et un tout dernier projet, mais ça va être court, si vous avez encore de la force. Je le montre parce que c'est pas très loin, même si, en tout cas moi je trouve que c'est pas très loin. Mais je sais que dès que je dis ça, mais pour moi c'est à l'ouest. Donc c'est la transformation d'un terminal maritime au Havre, qui est un projet qu'on a gagné récemment et qu'on va livrer en 2025, et qui est ce terminal qui se trouve, si vous connaissez sans doute le Havre, qui se trouve sur le port. Qui est un projet que l'on doit à deux architectes assez méconnus, qui sont des architectes du Havre. C'est un projet aussi un peu tardif, comme Stanislas Fischer, même si ça a peut-être été un peu moins difficile, puisque le bâtiment n'avait pas toutes les qualités de Fischer. C'est un projet qui a été réalisé par deux architectes qui s'appellent Miol et Mariette en 93. Et c'est un projet étrangement qui a malheureusement connu une vie très, très courte, puisque avec l'abandon des ferries, avec l'émergence du tunnel sous la Manche, ce projet a malheureusement pas survécu à l'abandon des terminales ferries. Et donc là aussi, on a fait tout un travail de recherche pour comprendre ce bâtiment. Donc on peut aussi bien aller chercher dans les archives des architectes. Là, on a assez peu de choses. On trouve souvent aussi dans des collections de cartes postales pour comprendre un peu toute la genèse et notamment toute l'évolution de la transformation du port du Havre. Et donc le bâtiment ici réalisé en 93 dans son jus d'origine, et qui avait notamment pour particularité, comme vous pouvez le voir ici, de reprendre un peu tout le langage maritime, qui est celui des bites d'amarrage, qui est celui du pont de bateau, des cheminées, des navires, voilà, tout l'archétype que l'on retrouve dans le milieu naval se retrouvait sur ce bâtiment. Ce bâtiment avait malheureusement été assez malmené. Et donc, nous, on a aussi, encore une fois, proposé d'intervenir assez peu, en tout cas dans la forme du projet, même si on démonte toutes ces façades que vous voyez en rouge, mais qui étaient des façades qui n'étaient pas les façades d'origine, et qui étaient des façades plutôt opaques. Et tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qu'on a remis, toutes les nouvelles programmations, puisqu'on est passé d'un terminal maritime, donc qui était des grands plateaux vides, à la mise en œuvre d'un centre d'art pour une collection d'art contemporain. Je vous montre rapidement. Et ce qui était assez intéressant, c'est que dans ce projet, comme c'était un terminal maritime, il y avait de très grandes qualités par rapport au déplacement, au flux, puisque la réussite d'un terminal, il faut que les gens puissent embarquer très très rapidement, voire débarquer rapidement. Et donc il y avait une très grande ingéniosité dans les flux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup analysé, et sur lequel on a beaucoup travaillé, et que l'on a conservé dans le futur projet. Et donc ici, pour terminer, les quelques maquettes, deux maquettes,
vous allez voir la seconde, du projet, où on a gardé aussi tout le travail de la colorimétrie, puisque le projet originellement était réalisé en noir et blanc, et puisque c'était un projet qui était rattaché à la Compagnie des abeilles, qui étaient les remorqueurs qui travaillaient dans le port du Havre, donc qui étaient ces abeilles jaunes. Et donc tous les éléments, notamment mobiles, donc tout ce qui est porte d'entrée et le plateau ici mobile d'exposition, ce sont ces éléments jaunes que vous avez sur la maquette. Et en fait, le portique que l'on a proposé de conserver, c'est le portique qui initialement permettait l'accostement des paquebots et par lequel les gens rentraient ou sortaient du terminal. Et juste la partie extension que nous avons réalisée, tel ce container qui vient se poser sur le bâtiment et que l'on réalise, et on est sur le point, en tout cas on n'a pas démarré le chantier, mais on devrait réussir à le faire, on y arrive avec les bureaux de contrôle, on reconstruit ces parties avec des parties de charpente que l'on démonte dans le bâtiment et notamment ici en dessous, puisqu'on avait des problèmes de portance assez importantes pour la nouvelle dalle de la grande salle d'exposition. Donc on démonte toutes les poutres métalliques qui sont ici et on va les déplacer pour les remonter pour construire la toiture de ce bâtiment à shed. Quelques photos de maquettes. Et toujours ce même travail aussi, parce que voilà, c'est aussi des projets avec des économies très serrées, de travailler avec le parpaing et l'absence de second œuvre. Ça, c'est une maquette au 20e. Voilà, merci. Et donc tout ça, on ne le fait pas que à deux, Hélène et moi. On a la chance d'avoir une petite équipe que vous voyez ici, qui nous accompagne depuis quelques années et qui on n'arriverait pas à faire ça. Merci à vous, en tout cas. Oui, c'est peut-être moi qui étais un peu long, mais... Merci beaucoup Mathieu pour cette belle conférence et puis on est heureux aussi de découvrir certains projets. On va en profiter avant que les lumières s'éteignent et qu'on soit chassé de l'école, peut-être par des questions d'étudiants. Ou d'enseignants. C'est que c'était très clair. Merci pour la présentation. J'ai une question concernant tout ce travail préalable d'enquête assez précise, de collaboration avec des historiens sur des bâtiments qui ont, de ce que tu racontes, peut-être à part Montataire, qui sont très peu documentés. Le tout avec dans une économie de moyens que tu as souligné à plusieurs reprises. Comment tout ce travail en amont s'intègre dans l'économie de ton agence? C'est très difficile. On le prend sur nos honoraires, hein, très clairement, parce que c'est le seul moyen de le faire. Donc c'est au détriment de l'agence, oui. Mais c'est la même chose quand vous faites ce travail en maquette. Voilà, c'est du temps mais il y a plein de gens qui sont là qui le savent comme moi. Hein. C'est du temps passé, donc c'est pas rentable. Mais c'est au profit de la qualité En tout cas, nous, on a le sentiment que c'est au profit de la qualité des réflexions qu'on peut mener sur les projets. Et puis, c'est des vraies aides à Voilà, tout projet, beaucoup de gens le savent là, ce sont des combats qu'on mène malheureusement très souvent et ça nous permet de mener ces combats, que ce soit le travail en maquette, qui est pour convaincre les maîtres d'ouvrage, c'est plus facile. Voilà, Édouard Philippe, avec lequel on travaille sur le projet, quand vous lui ramenez les maquettes, vous les mettez au milieu de son bureau, il est comme un petit garçon avec les maquettes et c'est beaucoup plus facile de parler et de lui faire passer des choses que quand vous lui ramenez un plan et une image dans un cahier. Donc c'est un peu la même chose sur tout le travail d'histoire. Tout ce travail nous aide beaucoup encore une fois, on n'est pas architecte du patrimoine. Et c'est vrai que des fois on est confronté à cette difficulté parce que malheureusement en France il y a un peu ces chapelles entre le patrimoine et les gens qui essayent de faire du patrimoine alors qu'ils n'ont pas fait l'école de Chaillot. Nous on travaille beaucoup en Belgique. En Belgique ça n'existe pas, l'école de Chaillot. Les architectes en Belgique travaillent sur des bâtiments patrimoniaux classés sans avoir
besoin de justifier de quoi que ce soit, et j'ai pas le sentiment que les architectes belges soient plus mauvais que les architectes français. Mais en tout cas, voilà, nous, c'est vrai aussi que quand on travaille sur des bâtiments comme ça et qu'on est assisté par Joseph Abraham, Gardiani ou Richard Klein, voilà, des gens comme ça, bah, c'est sûr que ça, on a une caution avec nous et on y arrive sans doute. Si on n'avait pas ces gens-là avec nous, on n'y arriverait sans doute pas, quoi. Mais c'est sûr que c'est avec notre petite économie, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Justement, toujours sur l'économie, alors peut-être plus du projet. Quand vous défendez tout à l'heure le fait de faire un projet sans second œuvre, avec notamment des parpaings, est-ce que ça c'est vraiment une économie quand le parpaing ne devient plus que de la cloison intérieure? Parce que finalement, un parpaing avec les joints bien passés au fer, est-ce que c'est vraiment moins cher qu'une cloison placo-plâtre? Ça dépend où, en fait. Mais oui, sur une cloison, au final, je suis d'accord avec vous. Si vous faites une cloison demi-style, ça va vous coûter moins cher, hein. Oui, sur des cloisons non porteuses, très clairement. Mais c'est des balances que l'on fait aussi. Par exemple, sur les parpaings, on arrive à les maçonner, on met rien. Il n'y a même pas un vernis, même pas un hydrofuge, il n'y a vraiment rien. Et après, souvent, les entreprises, ils pensent qu'ils les chiffrent pas cher. Alors, on a des méthodes de voyous, hein. Ils les chiffrent pas cher en se disant, de toute façon, elle est recouverte. Et puis après, nous, quand on est sur le chantier, parce qu'ils n'ouvrent pas les plans quand ils chiffrent, comme on a tout calpiné et qu'on a tout dessiné et qu'on a une exigence, ils râlent un peu parce qu'ils disent ah ouais, mais nous, on n'avait pas chiffré un parpaing aussi bien maçonné et calpiné comme vous voulez le calpiner. Mais on leur dit, ouais, mais nous, c'est comme ça. Et puis finalement, après, sur le chantier, c'est aussi tout un travail d'accompagnement avec les compagnons. Les compagnons, quand vous voulez considérer le travail du compagnon, les gens, ils préfèrent faire un travail bien fait et puis ils sont fiers du travail bien fait, quoi. Donc au final, tout le monde s'y retrouve. Nous, on s'y retrouve. Et puis les compagnons sur le chantier, ils s'y retrouvent. Le patron de l'entreprise, parfois, peut-être un peu moins, mais bon. Bonsoir. Les photos que vous montrez de vos réalisations montrent beaucoup d'agilité et de soin dans la maîtrise du chantier, malgré des chantiers qui sont parfois très loin de l'agence. J'ai un souvenir un peu lointain d'un article de DA dans lequel vous disiez que les maquettes allaient parfois sur le chantier. Peut-être que je me trompe. Ouais, non. Mais je voulais savoir justement si ce processus de projet, enfin jusqu'où allait ce processus de projet, notamment dans la maîtrise de vos chantiers. En fait, vous avez vu là tout à l'heure les maquettes de Chalon-sur-Saône, c'était des maquettes sur le chantier. Donc c'est vrai qu'on ne sous-traite jamais le chantier, c'est un postulat chez nous, c'est-à-dire qu'on refuse tout projet si on n'a pas la gestion du chantier, très clairement. Au point où on est aussi volontairement une petite équipe, ce qui fait que Hélène et moi allons sur tous les chantiers. Volontairement, on ne va pas travailler non plus. 5 heures, 6 heures, c'est un peu le temps maximum. Je veux dire, le chantier de Saint-Lô, je faisais le suivi de chantier tous les semaines. Je mettais 5h30 avec ma voiture. Je faisais l'aller-retour dans la journée. Bon, c'était fatigant, mais le chantier de Chalon-sur-Saône, je le faisais sur 2 jours. Je dormais une nuit à l'hôtel. Donc, j'y allais en train. C'est des choses qu'on arrive à maîtriser. Mais c'est vrai que c'est un peu la limite du... Je pense qu'on n'ira pas plus loin que ça, quoi, vous voyez. Mais c'est vrai que... Et après, les questions de maquette nous aident beaucoup, beaucoup sur le chantier, puisque... Je le disais, dans le travail d'accompagnement du compagnon, ça permet vraiment de... En fait, pour les étudiants, vous ne le savez sans doute pas encore, mais c'est vrai que le mode de production aujourd'hui du bâtiment, il est très très haché. C'est-à-dire qu'un ouvrier qui va faire les fondations du bâtiment, on va lui donner les plans de fondation du bâtiment et on lui donne que les plans de fondation du bâtiment. Et finalement, il ne sait pas ce qu'il construit d'autre que les fondations et éventuellement une dalle.
parce que lui, il vient sur le chantier, il est là au début, et puis on lui a donné juste ces plans-là. Il a éventuellement un panneau de chantier avec marqué théâtre, mais éventuellement une jolie image de synthèse, mais il n'en sait pas plus que ça. Par contre, le peintre qui arrive à la fin du chantier, lui, le bâtiment, il est là, donc lui, ça va. Mais moi, je prends toujours comme exemple le maçon qui coule les fondations ou la dalle en plein hiver, au froid, à la pluie. Et moi, j'arrive avec mes souliers vernis sur le chantier et j'ai la prétention de dire au maçon qu'il n'a pas bien mis la longue grille au bon endroit parce qu'il n'a pas suivi correctement le plan. Et puis, je lui donne la leçon. Et voilà. Mais par contre, si dans la baraque de chantier, nous, on a fait en amont, qu'il y a les maquettes, qu'on a sensibilisé tout le monde à pourquoi on est tous là dans la même galère, plus lui, je dirais, que moi, parce que lui, il est au froid, les pieds dans la boue, il sait ce qu'il va construire, en fait. Et il a un autre rapport à la façon dont il va couler la longrine. Et peut-être qu'il va faire un peu attention à regarder bien le plan et comprendre pourquoi on veut que la longrine elle soit précisément à cet endroit-là, parce que au-dessus, sur la maquette, on va lui montrer qu'il y a tel débord j'en sais rien, de dalles, de murs, etc. Vous voyez ? Donc c'est toujours une question de considération du compagnon sur le chantier, quoi. Et ce travail de maquette nous aide beaucoup à le faire. Et après, ça nous aide à éliminer les maquettes, puisqu'à la fin du chantier, du coup, les maquettes, elles vont à la poubelle, et du coup, on n'a pas besoin de les ranger. Donc, on en refabrique des nouvelles sur les projets d'après. Sinon, on n'a pas de place. Et par exemple, c'est vrai que les histoires de parpaings, c'est vrai qu'on fait des maquettes, des espèces de maquettes prototypes au 20e aussi, pour montrer pourquoi on veut tel type de calpinage, pourquoi on veut que le premier parpaing, c'est un demi-parpaing, et puis après, parce que la dalle, elle arrive à ce niveau-là. Voilà. C'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à faire passer en maquette, même à un compagnon qu'en plan, parce que c'est vrai que le plan, nous, on a l'habitude, mais c'est vrai qu'il y a des gens, même des ouvriers sur chantier, qui n'ont pas l'habitude du plan, quoi. Ou de la coupe, encore moins. Bonsoir. Oui. Une question par rapport à l'acceptabilité des bâtiments après coup, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une question, au-delà de vous, la lecture que vous avez au fur et à mesure de vos recherches sur le bâtiment lui-même, c'est un peu une question d'acculturation, mais dans l'usage, et même du coup dans la vision des usagers futurs et actuels des bâtiments, est-ce que vous avez un retour sur leur vision du bâtiment lui-même ? Oui, souvent, on a la chance de faire des théâtres. C'est vrai que les théâtres, c'est des projets assez riches humainement, parce que c'est des familles, c'est des groupes, quoi. Donc c'est vrai que, par exemple, Chalon-sur-Saône, qu'on a livré peut-être maintenant il y a 5-6 ans, je fais un peu partie de la famille du théâtre à Chalon-sur-Saône, donc ils m'invitent régulièrement pour des spectacles et j'y vais, je connais tout le monde de la couturière, le menuisier, c'est aussi des aventures humaines, quoi. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur des projets en plus, je dirais que c'est pas la même chose que quand vous êtes sur des bâtiments neufs, c'est des bâtiments qui existent, on est en site occupé, vous vivez une aventure de 2 ans d'études et puis de 2 ans de chantier. Donc, moi, à Chalon, je connais strictement tout le monde, voire même les enfants de la couturière, par exemple, parce que j'ai passé des soirées chez eux. Donc, c'est des moments c'est aussi ça, je trouve, le plaisir de faire ce métier. Donc, sur des projets comme ça, nous, on n'a jamais eu de mauvais retour sur les projets. Il y a juste sur Montataire, si vous allez aujourd'hui à Montataire, le directeur n'aime pas beaucoup ce bâtiment. On n'a jamais réussi à le faire évoluer. Et tout ce qu'il peut faire pour le détruire, il le fait. Après, je prends l'exemple dans ce projet. Il y a toute une série d'interventions aussi qu'on a fait avec Pierre Toby, là, qui est l'artiste qui avait fait les verres sur la halle de Saint-Lô. En fait, sur tous les verres, parce que c'est quelqu'un qui travaille sur des surfaces de verre sur lesquelles il intervient, soit par des qualités de verre, soit par des travaux de peinture. Il a mis des motifs avec des papillons et des oiseaux
bon, après, c'est la vie aussi du bâtiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que demain, il y aura un directeur de ce conservatoire qui sera un peu plus éveillé à autre chose que la musique et qui respectera le travail de certains artistes et puis qui dira mais je ne comprends pas pourquoi on a collé ça là-dessus, enlevez-moi ça, et puis on va retrouver l'œuvre de cet artiste. Et un peu de la même manière que vous voyez quand on intervient à Châlons et que on a démonté ce qui avait été fait par d'autres confrères dans les années 70-80 et qui avaient mis du placoplâtre et des miroirs et du tissu devant tous les bétons de Petit qui étaient magnifiques. C'est aussi un peu nous aujourd'hui on a déshabillé ça et puis peut-être que demain il y aura encore aussi un autre architecte qui réhabillera tout ça derrière nous dans un projet de rénovation dans 5 ou 10 ans. C'est un peu la vie du... C'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette image de Pennon avec ses... Voilà. Et justement dans la question de l'équipe, parce que vous avez du coup fait beaucoup de projets de théâtre et vous avez parlé notamment d'artistes plasticiens, d'historiens et jamais finalement de metteurs en scène ou de scénographes. Alors que c'est marrant parce que je trouve qu'en plus même formellement vos projets ils ressemblent à des projets de la fin du siècle, notamment La Cartoucherie ou le Théâtre des Bouffes du Nord qui se ressemblent je trouve dans le traitement justement de la révélation de la structure du second œuvre. C'est des projets qui ont été menés justement par des metteurs en scène qui, à travers cette vision de l'architecture, réinventaient aussi la mise en scène théâtrale. Est-ce que vous aussi, vous avez travaillé avec... Et c'était juste pas l'angle de la conférence ou Non, on ne l'a pas fait, mais on l'envisage. Par exemple, je connais très bien Julien Gosselin. Vous connaissez peut-être ce metteur en scène de théâtre qui est quelqu'un de génial. Qui vient de, je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous n'avez pas vu, vous pouvez peut-être encore le voir, qui vient de faire ce spectacle qui s'appelle Extinction, qui est voilà, un moment, 5 heures de spectacle extraordinaire. Et en fait, on en parle avec Julien, peut-être de trouver le moyen de faire quelque chose ensemble, mais voilà, c'est aussi... moi, à l'avance, on sait de la même manière que, vous voyez, quand on a travaillé sur Montaterre, j'ai décroché un beau jour mon téléphone, j'ai appelé Joseph Abraham, je ne le connaissais pas. Hein. Je me suis payé le culot et puis finalement ça a marché. Puis on s'est dit, bah, en fait c'est quand même vachement intéressant. Puis on a prolongé de la même manière qu'on le fait avec des artistes. C'est les rencontres qui font qu'à tel moment on se dit tiens on va faire ça. Et puis comme vous... Tout à l'heure, tu posais la question, c'est aussi la difficulté de l'économie parce qu'il faut aussi payer les gens. Donc, c'est toujours trouver le... Donc, le plus souvent, c'est aussi parce que c'est des copains, quoi. Très clairement, Julien Gosselin, c'est un copain, donc on se dit, on va le faire comme ça. Pierre Toby, au départ, c'était pas un copain, mais c'est devenu un copain. Là, on est en train de travailler sur la transformation d'un cinéma à Paris. Voilà, on le rémunère, mais sur des sommes qui sont totalement dérisoires et mineures par rapport à ce que l'on devrait faire. Mais voilà, c'est des gens qui comprennent aussi que nos honoraires sont pas... on n'a déjà pas beaucoup d'honoraires et que donc quand on multiplie comme ça un historien, un artiste, c'est compliqué. Donc c'est des gens qui acceptent de travailler aussi eux-mêmes avec des conditions un peu serrées. C'est des... Mais personne ne le regrette à la fin. J'ai une question sur les... Tu as montré un collage. Du coup, je voulais savoir un peu quelle était la place de ce document dans l'agence et puis même peut-être dans vos rapports, soit aux maîtres d'ouvrage ou aux autres acteurs du projet. Alors ça, c'est peut-être un peu aussi notre côté belge. C'est vrai qu'on travaille aujourd'hui, je dirais... 3/4 des projets sont en Belgique. On est à Lille, hein, si vous ne l'avez pas compris. Donc la Belgique, c'est 10 minutes en voiture de Lille et on est à une demi-heure en train de Bruxelles. Donc on travaille beaucoup en Belgique. Et en fait, la Belgique a un autre système que la France, et notamment l'accès à la commande est très très différent au niveau des concours. Et donc en Belgique, les concours ne sont pas rémunérés. Ce qui est à la fois un problème, mais à la fois quelque chose de différent, qui fait qu'un concours en Belgique c'est une esquisse, c'est-à-dire que c'est une intention de projet. Vous devez rendre 2, 3 formats 3.
Vous ne rendez pas un projet ficelé comme on peut le rendre en France avec des images de synthèse. Donc en fait, en Belgique, vous pouvez rendre un projet. Je ne dis pas que pour autant c'est pas du travail, hein, parce que c'est aussi un gros travail, mais c'est vrai que vous ne produisez pas des plans, des coupes, des façades. En France, un concours pour les étudiants, vous ne savez pas encore, mais c'est voilà, c'est comme le projet, il est quasiment prêt. Voilà, vous avez des plans, des coupes, il est chiffré, il est fait avec des bureaux d'études, vous avez des images de synthèse. Aujourd'hui, on vous en demande plein, voire même on vous demande des vidéos. En Belgique, on fait confiance autrement à l'architecte et c'est plutôt, on vous choisit sur une intention de projet et vous rendez 2-3 formats A3 et donc vous utilisez des outils un peu précaires, c'est-à-dire vous bricolez une maquette, vous venez avec votre maquette à l'oral parce que les concours ne sont pas anonymes en Belgique, contrairement à la France où ils sont anonymes, même si c'est sans doute un peu hypocrite. Mais du coup là vous venez avec une maquette bricolée, vous venez avec des dessins, vous venez avec des collages et donc comme les images de synthèse ça prend du temps et ça coûte cher, vous fabriquez des collages. Donc c'est vrai qu'on fabrique nous beaucoup de collages à l'agence. C'est vrai que je ne vous ai pas montré d'images de synthèse et on en produit assez peu, sauf pour les concours en France quand on est retenu sur des concours en France parce que malheureusement on n'a pas le choix. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très on n'aime pas beaucoup l'image de synthèse. Et je fais un peu la même chose avec les étudiants que j'ai avec Véronique à Lille, parce que je trouve que la difficulté des images de synthèse, c'est que vous figez une vision qui se veut réelle et qui n'est jamais réelle. En tout cas, je vois assez rarement des images de synthèse au stade concours et le bâtiment réalisé qui ressemble à l'image de synthèse. Alors que quand vous faites une maquette, je trouve que c'est beaucoup plus proche de la réalité. Et puis le collage ne cherche pas à être réel, mais par contre vous projette dans un univers qui n'est pas celle de l'image de synthèse. Donc en fait, quand vous avez un collage, vous avez encore le champ des possibles, alors qu'une image de synthèse vous fait dire que le projet il va ressembler à ça, alors qu'il ne ressemblera pas à ça, quoi. Donc c'est vrai qu'on a un rapport un peu différent avec et un peu difficile. D'ailleurs, je pense que c'est sans doute pas pour rien que quand on fait des concours en France, souvent on les perd parce qu'on n'est pas très bon sur la question des images de synthèse. Il nous reste 1 minute, je crois, avant que ça s'éteigne. Donc s'il y a une dernière question, c'est le moment. Vous êtes peut-être pressé d'aller boire une bière. Je peux comprendre. Bon, merci beaucoup Mathieu, et encore bravo. Merci beaucoup en tout cas.